Bonjour, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter donc le sujet du divorce. Ça va être séparé en deux parties. La première partie, c'est comment l'annoncer aux enfants, comment faire pour que pour eux, ce ne soit pas un traumatisme, un choc quand ils vont recevoir l'émotion, quand ils vont recevoir, l'information qui risque de provoquer de l'émotion. La deuxième partie, ça va être ensuite comment on fait, c'est-à-dire vous allez me dire qu'encore des règles, mais en effet pour poser des règles, que ce soit aux parents par contre et aux enfants, pour leur permettre justement de ne pas perdre leur identité dans ce mouvement que va être le divorce, pour rester en stabilité, pour ne pas développer des symptômes. Donc nous verrons ça dans un deuxième temps. Voilà, si vous voulez, nous allons commencer là. Comment on l'annonce aux enfants? D'abord, il est important que les deux parents soient présents. Il est important aussi que les deux parents aient bien parlé avant de l'annoncer aux enfants, puisque il est hors de question de dire aux enfants les raisons du divorce. Imaginons que votre mari vous ait trompé ou que votre femme vous ait trompé. Il est hors de question d'expliquer aux enfants pourquoi on divorce, parce que c'est elle qui a fait ci ou c'est lui qui a fait ça. L'enfant ne doit pas être au courant de ces choses-là, parce qu'en fait, il est son parent et non son conjoint. Donc en fait, les histoires de sexualité ou de désaccord entre les parents ne concernent pas les enfants. Il faut que l'enfant reste dans quelque chose d'assez neutre, parce que si on désigne un coupable, forcément il va s'infiltrer dans cette faille et il va lui-même désigner son parent comme coupable. De ce fait, il va se retrouver dans une position où il est juge. Et ensuite, il va se retrouver dans une deuxième position qui est donc, il est juge, il va protéger la victime, puisqu'il va déterminer qui on va dire le coupable et qui est la victime. Et il va se mettre en position par rapport à son parent victime, il va se mettre en position et en charge de le protéger. Résultat, on perd de vue complètement la position de l'enfant, puisqu'il va se retrouver contre un des deux parents. Et c'est vraiment cette position qu'il faut absolument éviter. Donc, lorsqu'on va annoncer aux enfants que les parents divorcent, on va d'abord avertir leur cerveau, parce qu'il faut les préparer à leur dire « Venez, nous allons aller dans le salon, nous avons quelque chose d'important à vous dire ». Et il faut que les parents soient à ce moment-là assez sûrs d'eux, dans le sens où, qu'ils ne s'effondrent pas devant les enfants. Ça, c'est important, puisque sinon l'enfant va se retrouver dans une position où il va devoir venir en secours aux parents qui va s'effondrer. Et c'est important qu'il n'en soit pas là, parce qu'il n'a pas la capacité de soutenir les pleurs d'un parent et l'effondrement du parent. C'est pas son rôle. Donc dès que les deux parents se sentent assez forts pour pouvoir l'annoncer, c'est à ce moment-là que ça se fera. Un des deux prend la parole, peu importe. Ce qui est important par contre, c'est que l'enfant ne sente pas qu'il y en a un des deux qui est coupable. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, il faut vraiment agir en tant qu'adulte responsable. C'est-à-dire que même si vous avez de la rancune envers votre conjoint ou inversement, eh bien, il est important, cette rancune-là, de faire la part des choses. C'est-à-dire que c'est envers votre conjoint et non pas le père des enfants dont vous êtes, on va dire, en rancune. À partir de là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va annoncer aux enfants, que les parents divorcent. On va leur dire donc, voilà, papa et maman ont décidé de divorcer, et on va expliquer soit parce qu'ils ne s'aiment plus assez pour rester ensemble, ils s'aiment plus en tout cas d'amoureux, et ou qu'il y a des raisons qui font qu'ils choisissent de divorcer. Évidemment, les enfants vont poser la question, mais pourquoi vous divorcez? Et là, on ne va pas répondre directement à l'enfant, on va lui dire ce sont des raisons d'adulte, et les raisons de notre divorce ne te concernent pas en soi. Toi, tu restes l'enfant et on restera toujours tes parents. Les parents divorcent entre eux, mais ils ne divorcent pas de leurs enfants. Et il est important que l'enfant garde une bonne image des deux parents. Pourquoi? Et on va y revenir tout à l'heure sur une des règles qu'on va poser, c'est que si on abîme l'image d'un des deux parents devant l'enfant, ce qui va se passer, c'est que l'enfant étant construit à la base, à l'intérieur de lui, avec l'image de ses deux parents. Si on abîme un des deux parents, on abîme une partie de l'enfant à l'intérieur de lui-même. Et il faut savoir, parce que les parents ne le savent pas, c'est que si vous commencez à vous amuser à critiquer votre conjoint lorsqu'il est absent et devant l'enfant, au départ, va prendre votre défense. Cependant, dès qu'il va arriver à l'adolescence, il va se retourner contre vous. Donc il faut absolument, pour préserver l'intégrité de l'enfant, ne pas critiquer son conjoint devant l'enfant et ne pas abîmer son image. Donc ça, c'est la chose la plus importante, je dirais. La deuxième chose, c'est qu'on va donc expliquer à l'enfant que nous divorçons,
Et on va lui expliquer aussi pourquoi et comment va s'aménager sa vie, parce que les enfants sont très angoissés de savoir où c'est qu'ils vont dormir, comment ça va se passer, comment sa vie va être aménagée. Donc là, il faut être très clair, dès que vous avez les informations, il faut le leur expliquer, tout en valorisant les aspects positifs de cette nouvelle vie. Par exemple, notamment je pense à des questions qu'on pose souvent en cabinet, qui est: imaginons qu'un des deux parents rencontre on va dire un compagnon qui divorce pour cette personne-là. Il est préférable d'attendre avant d'aménager directement avec cette personne-là. Il faut laisser d'abord l'enfant souffler, parce qu'il faut qu'il digère la première information, qui est celle: papa et maman ne s'aiment plus. Et après, il faut qu'il ait un peu de temps, un sas, pour passer à la deuxième étape, qui est: papa et maman aiment une autre personne. Il ne faut pas leur faire la même chose d'un coup, parce qu'en fait, il n'aura pas le temps de gérer les deux traumatismes. Et il risque de développer des symptômes de régression, notamment refaire pipi au lit, notamment en parler comme un bébé, notamment s'arrêter de travailler à l'école. Donc il est fondamental, pour préserver l'enfant, de faire les choses, on va dire, en temps et en heure pour sa structure psychique. Voilà, donc là nous allons passer sur les règles. Je vous en ai un peu parlé, j'ai un peu dégrossi tout à l'heure. Donc la première, c'est qu'une fois qu'on l'annonce à l'enfant, il est important de lui permettre de pouvoir en parler à l'extérieur. Donc on va lui donner les informations qui lui sont nécessaires pour comprendre la situation. Je rappelle, on ne donne pas les raisons précises du divorce. On va juste dire: papa, maman ne s'aiment plus assez pour vivre ensemble, vous ne s'entendez plus, parce qu'il faut savoir, certains parents hésitent, mais il faut savoir qu'un enfant qui vit avec des parents qui n'arrêtent pas de se disputer, c'est bien plus dommageable pour l'enfant que des parents qui décident de se séparer. Surtout si le divorce est fait en bonne intelligence. Et c'est un peu ce qu'on va voir tout à l'heure, parce que ce que l'on ne sait pas, et parfois certains parents, ça paraît secondaire pour eux, c'est que si on ne le fait pas en bonne intelligence, il y a une personne qui va le plus souffrir là-dedans, ce sont les enfants. Il y a des personnes qui vont le plus souffrir là-dedans, ce sont les enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas construits en totalité psychiquement, et qui vont devoir adapter leur construction, et donc faire des sacrifices de construction pour leur permettre d'arriver à gérer les traumatismes qui vont être créés par les dysfonctionnements parentaux. Donc la première des choses, c'est que il faut enfermer l'enfant et lui permettre donc d'en parler à l'extérieur. Une fois qu'on lui a dit, on peut pas lui dire: tu vas tenir le secret, c'est bien trop lourd pour l'enfant. Il faut, dans ces cas-là, vous être prêt à ce que tout le monde le sache quand vous l'annoncez à l'enfant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il faut bien expliquer à l'enfant que les parents se séparent, mais il ne perd pas ses parents. Les parents vont rester en communauté pour l'éducation des enfants. Et d'ailleurs, on va revenir sur ça tout à l'heure, c'est que il faut que vous ayez tous les deux discuté de quelles règles vous allez appliquer en communauté quand l'enfant ne sera pas chez l'un et chez l'autre. Il faut que l'enfant sache que papa et maman ont décidé des règles en même temps, et que si jamais il manque à certaines règles, papa et maman vont pouvoir en fait lui reprocher ou lui faire des remontrances sur les mêmes choses. C'est important qu'il y ait une unité dans l'éducation, parce que ça va créer sinon ce qu'on appelle des clivages, c'est-à-dire que l'enfant va être scindé en deux à l'intérieur de lui-même. Et ça fait des dégâts psychologiques très importants. Notamment, on retrouve, et là on en parlera dans un autre sujet qui est la garde alternée, on retrouve des enfants qui ont ce qu'on appelle des fossels, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont chez papa, ils ont une certaine attitude, et lorsqu'ils sont chez maman, ils ont une autre attitude. En fait, ils se retrouvent avec deux personnalités. Et ça crée vraiment des problématiques psychologiques qui peuvent être graves sur le long terme, surtout s'ils sont tout petits au départ. Donc il est important que les parents, eux, soient adultes dans cette situation, qu'on ne se serve pas de l'enfant comme arme contre son ex-conjoint, mais plutôt qu'on essaie, et donc ça c'est la troisième règle, c'est d'organiser la garde de l'enfant en priorisant les intérêts de l'enfant. Donc il faut éviter les allers-retours de l'enfant. C'est-à-dire un enfant a besoin, souvent les parents se plaignent lorsqu'ils récupèrent leurs enfants de chez leur ex-conjoint, c'est que l'enfant pendant 3 jours est assez désagréable, instable, colérique, et en fait c'est juste le temps d'adaptation qu'il lui faut. C'est pas forcément que l'autre conjoint le critique ou monte la tête à l'enfant par rapport à l'autre parent, mais plutôt c'est son temps d'adaptation qui lui est nécessaire pour s'adapter aux personnalités des parents et aux règles de vie et à l'environnement. Donc pour la 4e règle, il faut savoir que l'enfant a besoin de ses 2 parents. Mais on n'est pas sur... maintenant, la mode, c'est un petit peu la garde alternée. Et c'est un petit peu, il faut être équitable. Sauf qu'en fait, on est équitable pour les parents, mais on n'est pas équitable pour l'enfant. Il faut savoir que
l'enfant a besoin en effet de ses deux parents, mais que c'est pas le nombre d'heures passées avec le parent qui compte, c'est la qualité du temps passé avec le parent qui compte. C'est-à-dire que si vous passez toute votre journée avec un enfant, mais que vous ne lui accordez que très peu d'attention ou une attention, on va dire, superficielle, c'est comme si vous n'avez pas créé de lien avec l'enfant. Ou si vous lui accordez tous ses désirs, ce sera pas l'éduquer, ce sera pas l'aider comme on a vu dans les précédentes vidéos où il faut mettre un cadre et on va dire des règles d'éducation. La 5e règle, c'est de rappeler à l'enfant qu'il a le droit d'aimer ses deux parents et que en aimant ses deux parents, il ne trahit personne. C'est-à-dire que ça s'appelle le conflit de loyauté et que si on empêche ou qu'on culpabilise l'enfant, notamment s'il a envie d'appeler sa mère ou s'il a envie d'appeler son père en lui disant oui mais toi tu ne m'appelles pas, eh bien ça c'est problématique pour l'enfant parce qu'il va devoir en fait de nouveau se cliver et de ce fait une partie de lui-même va être sacrifiée. Il est important qu'il puisse appeler ses parents quand il en a envie et surtout qu'on ne le culpabilise pas pour ça. Il ne faut pas, et on en a parlé tout à l'heure, c'est la 6e des règles, il ne faut pas porter atteinte à l'image du parent, de l'autre parent. C'est hyper important, il y a des parents qui surnomment même les ex-conjoints soit de gros mots, soit de noms qui sont vraiment dévalorisants. Et je le déconseille fortement parce que la première personne qu'on abîme avant tout, c'est l'enfant. Et c'est pas le parent qui est, on va dire, insulté. Alors on va passer donc à la 7e règle. L'enfant ne doit jamais et en aucun cas être le confident du parent. C'est-à-dire que le parent ne doit pas s'épancher auprès de son enfant sur les malheurs qu'il rencontre et même s'il est triste, il doit juste dire je suis triste par rapport au divorce et non pas je suis triste parce que ton père a une maîtresse, etc., etc. Ça, il faut vraiment l'éviter. On ne doit pas faire de nos enfants des confidents. Ça me paraît très important. La 8e est l'enfant ne doit pas servir de doudou de consolation. C'est-à-dire qu'il n'est pas un objet consolant, on ne lui demande pas de nous consoler et on ne lui demande pas non plus de jouer le rôle de doudou. C'est-à-dire que certains parents, lors de divorce, autorisent l'enfant à dormir avec eux dans le lit. C'est vraiment le plus mauvais cadeau qu'on puisse faire à un enfant, ne serait-ce que pour sa sexualité à l'âge adulte, puisqu'il risque d'avoir, il faut le savoir, on n'en parle pas assez, c'est qu'à l'âge adulte, un enfant qui a dormi avec son père ou sa mère, peu importe, lors des premiers rapports sexuels qu'il aura, et même plus tard, il risque d'avoir des images qui se confondent entre le parent avec qui il a dormi et les relations sexuelles qu'il est en train d'avoir. Je vous laisse imaginer un peu le malaise que ça peut créer. Donc il est fondamental de ne jamais dormir avec ses enfants. Uniquement, il n'y a que la seule raison, c'est s'il est extrêmement malade et que on le prend dans son lit pour le surveiller. Et il ne faut pas trouver des excuses, il a mal au ventre, ce n'est pas une maladie, il reste dans son lit. Et il faut vraiment respecter l'intégrité sexuelle de l'enfant et son intégrité dans sa place dans la famille. Même si dans la place du lit, il y a une place qui est absente, qui n'est pas utilisée, mais qui est prise parce que l'enfant n'a pas droit à la sexualité avec son parent. Donc le lit conjugal est uniquement fait pour ça. Donc on laisse l'enfant à sa place d'enfant. Ça me paraît vraiment très important. Ensuite, on interdit, c'est-à-dire on n'autorise pas l'enfant à juger les raisons du divorce. L'enfant ne doit pas juger les raisons du divorce en disant oui maman t'aurais pu faire un effort, etc. Et de ce fait on ne l'autorise pas à juger. Imaginons qu'il y ait des choses qui s'ébruitent et que l'enfant dit plutôt de son parent, oui, papa ou maman n'aurait pas dû faire ça et je lui en veux par rapport au divorce, et bien ça, il faut cadrer immédiatement, c'est-à-dire que le parent qui est présent doit lui dire, je ne te permets pas de parler comme ça de ton père ou de ta mère. Même si vous avez on va dire, des rancœurs par rapport à celui qui est absent, je pense que c'est pour l'enfant que vous le faites, il est important de le remettre à sa place d'enfant pour qu'il puisse grandir en se structurant, parce que si c'est une petite fille, elle va s'identifier à ce que aime le père, et si c'est un petit garçon, il va s'identifier à ce qu'est un homme. Donc ça veut dire que si vous cassez l'image de l'homme devant votre pauvre petit garçon, il va grandir avec une image d'homme abîmée. Donc il aura des problématiques et dans sa vie de couple et dans son rôle de père. Si c'est une petite fille, elle va trouver des difficultés à trouver un homme qui lui corresponde. Pourquoi ? Parce que l'image de l'homme aura été abîmée, et du coup elle se sera habituée à une image d'homme abîmée, et elle va rencontrer un homme qui sera lui-même abîmé. Donc il est fondamental, si vous aimez vos enfants, c'est de les protéger de ça. Je voulais revenir sur quelque chose qui me semble aussi important, c'est que certains parents, parce que je l'ai vu encore en cabinet, c'est que ils jouissent du fait que l'enfant rend la vie infernale à l'autre parent. Et même ils sont parfois de connivence avec l'enfant. Ça, vous pouvez même pas imaginer les dégâts que ça fait.
C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut absolument pas rentrer dans ce jeu-là, ni l'enfant de rentrer dans ce jeu-là, parce qu'on va en faire un enfant pervers et c'est pas du tout le projet, et surtout instable. Et ensuite, on ne s'octroie pas l'amour de son enfant en se servant de l'enfant comme arme contre son ex-conjoint. Et ça, c'est important pour la sécurité psychologique de l'enfant. Donc c'est la fin de la première partie de la vidéo concernant le divorce. Sachez, chers parents, que ce sont que des indications et que, avant de les poser, il faut que ça corresponde à qui vous êtes. Moi, je vous donne des pistes de réflexion et de positionnement. Et maintenant, il faut que vous les mettiez à votre sauce à vous et que ça puisse fonctionner pour vous. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt.